Imaginez un instant une usine chimique tournant à la perfection, dosant avec une précision inouïe chaque infime goutte d'énergie pour maintenir votre corps dans un équilibre absolu. Eh bien, cette usine, c'est la médulo-surrénale. Mais que se passe-t-il exactement quand les machines s'emballent, quand tout bascule dans un chaos total à cause de tumeurs pathologiques? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Au programme de notre décryptage aujourd'hui, d'abord les récepteurs et leurs fonctions. Ensuite, la régulation de la sécrétion. En 3, le phéochromacytome et le paragangliome. Quatrièmement, les diagnostics et biomarqueurs. Et enfin, on terminera avec le cas très spécifique du neuroblastome. On attaque tout de suite avec notre première partie, les récepteurs et leurs fonctions, le véritable socle physiologique de la médulo-surrénale. Au centre de toute cette mécanique, on trouve ce qu'on appelle les catécholamines. Ce sont des hormones extrêmement puissantes, comme l'adrénaline et la noradrénaline, qui tirent les ficelles de nos réponses physiologiques. En fait, elles agissent en se fixant sur des récepteurs membranaires bien spécifiques qui sont couplés aux protéines G. Et le truc vraiment crucial à retenir ici, c'est que ces hormones ont des affinités complètement différentes pour les récepteurs alpha et bêta. Voyez ça un peu comme un immense trousseau de clés. Une même hormone peut ouvrir des portes totalement différentes selon la serrure qu'elle rencontre. Et c'est ça qui va dicter la réponse exacte de notre corps. L'impact de ces fameuses affinités sur nos organes est tout simplement fascinant. Prenez les récepteurs alpha-1 par exemple. Eux, ils ont une préférence très marquée pour la noradrénaline et leur but, c'est de déclencher une contraction vasculaire. C'est littéralement ce mécanisme qui gère votre pression sanguine périphérique. A l'inverse, si on regarde les récepteurs bêta-2, là où l'adrénaline et la noradrénaline ont une affinité, disons, équivalente, eh bien l'activation entraîne la relaxation des muscles lisses. C'est ce qui permet la bronchodilatation pour vous aider à mieux respirer. Chaque récepteur a sa propre mission vitale, réglée au millimètre près. Passons à notre deuxième partie, la régulation de la sécrétion, ou comment tout ce système est gardé sous un contrôle strict. La médulo-surrénale, c'est quand même une glande unique en son genre. C'est la seule glande endocrine dont la commande est exclusivement nerveuse, pilotée directement par notre système nerveux préganglionnaire. Et tout ça part de quoi? D'un simple acide aminé de base, la tyrosine. Celle-ci va se transformer, sous très haute surveillance, en dopa, puis en dopamine, ensuite en noradrénaline, pour aboutir finalement à l'adrénaline. Et l'ensemble de ce magnifique circuit de synthèse est stimulé par l'acétylcholine, ou l'insuline, tout en étant freiné par des rétrocontrôles vitaux. Bref, une horlogerie parfaite. Sauf que cette machinerie, elle ne va pas toujours au même rythme. Elle obéit en fait à deux tempos complètement distants. D'un côté, on a l'urgence absolue. Un processus extrêmement rapide où les catécholamines sont libérées immédiatement par exocytose à la seconde où un stress survient. Et de l'autre côté, on a la stratégie à long terme. Ça, c'est un processus beaucoup plus lent, une modulation génétique qui va tranquillement adapter l'expression des enzymes de synthèse pour recharger les réserves de la glande. Mais la grande question, c'est que se passe-t-il quand une tumeur vient complètement pulvériser ce fragile équilibre? Imaginez cette usine biochimique habituellement parfaitement chorégraphiée qui resterait bloquée, coincée en position marche, en surrégime perpétuel. Et bien là, la physiologie bascule dangereusement dans la pathologie. Ce qui nous amène tout droit à notre troisième partie, le phéochromocytome et le paragangliome, les véritables tumeurs instigatrices de ce chaos. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le phéochromocytome, c'est une tumeur du tissu chromaffine qui va prendre naissance spécifiquement à l'intérieur de la médulo-surrénale. Et c'est un point de détail important parce que c'est ce qui le distingue des paragangliomes, qui eux se forment à partir de tissus extrasurrénaliens. Le danger absolu de ce phéochromocytome, c'est sa capacité à provoquer une sécrétion massive, ininterrompue de catécholamines. C'est littéralement un train fou biologique qui libère des flots d'hormones dans votre circulation sanguine sans aucun frein. Et les conséquences de ces hormones laissées sans aucun contrôle, elles sont dévastatrices. L'hypertension artérielle est de loin le symptôme dominant. Elle peut s'installer en continu ou exploser sous forme de crises imprévisibles, ce qu'on appelle des crises paroxystiques. Imaginez le corps qui réagit comme s'il était face à un danger de mort imminent. On observe une pâleur soudaine, une anxiété sévère, le cœur qui s'affole avec une tachycardie brutale, des sueurs froides, des maux de tête ultra-violents. C'est l'illustration foudroyante d'un système cardiovasculaire qui est surstimulé en permanence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si 70% de ces tumeurs frappent au hasard, de façon sporadique, on a quand même 30% des cas qui trouvent leur origine dans des prédispositions génétiques bien connues. On parle de mutations comme le gène RET dans les néoplasies endocriniennes multiples, la maladie de von Hippel-Lindau, les mutations SDHB, C ou D, ou encore la neurofibromatose de type 1. Et pourquoi c'est si important de le savoir? Parce qu'identifier ces mutations, ça permet de lancer un dépistage familial précoce, c'est une démarche qui sauve concrètement des vies avant même l'apparition du tout premier symptôme. On en arrive à notre quatrième partie, diagnostic et biomarqueurs,
ou comment la médecine identifie la source de la tempête. Historiquement, pour détecter tout ça, on se basait sur l'acide vanillylmandélique, le fameux VMA. Le problème, c'est que le VMA génère beaucoup trop de faux positifs. Du coup, on est en train de l'abandonner. Aujourd'hui, la médecine privilégie des mesures bien plus robustes, comme les catécholamines libres urinaires ou la chromogranine A. Juste pour vous donner une idée, avec une sensibilité de 90%, la chromogranine A est devenue un indicateur d'une fiabilité redoutable. Mais la vraie révolution diagnostique moderne, la star du moment, c'est l'analyse des méthanéphrines. Grâce à un bond technologique impressionnant avec la chromatographie liquide haute performance, ou HPLC, on a désormais la capacité d'isoler la forme libre des méthanéphrines plasmatiques. C'est le nouveau standard absolu. La précision de l'HPLC est tellement impressionnante qu'elle a rendu les anciens tests de stimulation presque obsolètes, nous évitant au passage des procédures qui étaient souvent complexes et même risquées pour le patient. Et la recherche ne s'arrête pas là, on repousse toujours les limites avec de nouveaux biomarqueurs émergents. On a par exemple le peptide EM66, qui est sécrété en même temps que les catécholamines et qui a un énorme potentiel de détection. On a aussi le facteur de transcription INSM1, qui est hyper utile pour débusquer les tumeurs aux formes atypiques. Et enfin, la 3-méthoxytyramine, ou 3-MT. C'est un métabolite de la dopamine et c'est un indicateur pronostic absolument crucial, car il permet de repérer spécifiquement les formes les plus agressives et métastatiques de la maladie. Ça permet d'orienter très vite vers les bons traitements. On aborde enfin notre 5e et dernière section, le cas du neuroblastome, une variation pédiatrique critique. Alors là, faites attention, parce que la différence entre ces deux pathologies cache un véritable piège diagnostique. D'un côté, on a vu que le phéochromocytome frappe plutôt l'adulte, déclenche de l'hypertension et se trahit par un excès de méthanéphrine. Mais de l'autre, on a le neuroblastome. Lui, c'est une tumeur solide qui touche les enfants et son signal d'alarme est parfois complètement inattendu, comme des épisodes de diarrhée sévère. Et le tour de magie biologique, c'est qu'un neuroblastome va souvent afficher des taux de méthanéphrine et de VMA totalement normaux. Face à ça, la stratégie médicale doit pivoter à 180 degrés pour aller chercher des précurseurs immatures en ciblant spécifiquement la dopamine et l'acide homovanillique. Du coup, comment on les traque chez l'enfant ? Eh bien, l'imagerie suit un protocole en 2 étapes ultra strictes. L'examen de référence, le gold standard, c'est la scintigraphie au MIBG. Ça permet de cartographier l'activité métabolique de la lésion. Mais voilà, dans environ 10% des cas, la tumeur reste invisible. Ce sont les fameux cas MIBG négatifs. Et c'est exactement là qu'on sort le filet de sécurité absolu, le TP-scan au FDG. Il va mesurer la consommation anormale de sucre par ces cellules pour garantir qu'absolument aucune tumeur ne passe entre les mailles du filet. Tout ça nous amène à une réflexion vraiment captivante. Quand on voit émerger des marqueurs toujours plus précis comme l'INSMT1 ou l'EM66, on ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où ira l'avenir de l'endocrinologie. Comment va-t-on encore affiner notre capacité à repérer et désarmer ces redoutables pirates cellulaires avant même qu'ils n'aient l'occasion de frapper ? La frontière de la médecine diagnostique n'a jamais été aussi prometteuse et ça laisse vraiment songeur. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage avec nous aujourd'hui et gardez toujours cette curiosité bien vivante pour les incroyables mystères de la biologie humaine.